chins and having to be airlifted off the mountain, even past Just run. The loser flew over the wall and crashed into. Depuis plus d'un siècle, les Jeux Olympiques incarnent le symbole suprême de la puissance et de la persévérance humaine. Tous les 4 ans, des milliers d'athlètes venus des 5 continents se réunissent pour repousser les limites du corps et de l'esprit, animés par un même rêve, atteindre la perfection et l'immortalité sportive. Sous la bannière des 5 anneaux entrelacés, emblème d'unité et de paix, ils poursuivent une gloire éternelle. Mais derrière la lumière éclatante de la flamme olympique se cache une réalité plus sombre, un monde où une seule erreur, une décision hâtive ou un instant de fatalité peut transformer un rêve en tragédie irréversible. Des rues pavées de Stockholm, au début du XXe siècle, jusqu'aux pistes glacées de Whistler, du soleil brûlant de Rome au silence étouffant de Munich, les Jeux Olympiques n'ont pas seulement été le théâtre de records et de médailles, mais aussi de moments où des vies ont été brisées. Là où l'homme se croyait invincible, il a souvent découvert la fragilité de sa condition, vaincu tantôt par la chaleur, tantôt par la vitesse ou par la cruauté d'autres hommes. Les Jeux devaient être un symbole de paix. Pourtant, l'histoire nous a montré combien ce symbole pouvait se fissurer, quand le sang coule au cœur même de la fête du sport, quand les cris de joie se changent en un silence funèbre. Certains athlètes ne sont pas morts parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils ont osé risquer leur vie pour repousser les frontières de l'impossible. En juillet 1912, Francisco Lazaro, jeune menuisier portugais de Lisbonne, prit la route vers Stockholm pour disputer le marathon. Il portait la fierté de tout un pays, le premier à représenter le Portugal aux Jeux. Convaincu que la volonté seule pouvait le mener à la gloire, il s'enduisa le corps de graisse afin de se protéger du soleil. Mais cette couche fatale l'empêcha de transpirer. Quelques heures plus tard, il s'effondra sur la route, devenant non seulement le premier athlète à mourir pendant les Jeux Olympiques modernes, mais aussi le symbole tragique du courage et de la naïveté humaine face aux forces de la nature. Près d'un siècle plus tard, aux Jeux de Whistler en 2010, un jeune Géorgien, Nodar Kumaritashvili, poursuivit le même rêve. Sur sa luge, il filait à près de 145 km/h, persuadé que la gloire n'était qu'à quelques secondes. Mais à la dernière courbe, il perdit le contrôle et percuta un poteau d'acier. Le choc fut fatal. Ce drame révéla au monde la fine frontière entre la vitesse et la mort, entre la quête de victoire et le prix à payer pour l'obtenir. Les Jeux de Munich 1972 furent eux aussi marqués par l'une des pages les plus sombres du XXe siècle. À l'aube du 5 septembre, 8 membres de l'organisation palestinienne, Septembre Noir, pénétrèrent dans le village olympique et prirent en otage l'équipe israélienne. Parmi les victimes, David Berger, haltérophile de 28 ans, croyait profondément que l'olympisme célébrait la fraternité entre les peuples. Sa mort transforma la fête du sport en nuit de terreur, brisant à jamais l'illusion d'une paix universelle. 20 ans plus tard, en 1992 à Les Arcs, le skieur de vitesse, suisse Nicolas Boschataille, s'apprêtait à participer à une démonstration devant le public. Issu d'une famille d'athlètes olympiques, sa tante Fernande Boschataille avait décroché le bronze en 1968. Il s'élança sur la pente enneigée. Mais derrière une simple bosse de neige se tenait une dameuse immobile. Le choc fut immédiat et meurtrier. Nicolas mourut sur le coup, une tragédie glaciale sous le soleil éclatant des Alpes. Et enfin, retour en 1960 à Rome, où le cycliste danois Knud Enemark Jensen s'effondra lors de l'épreuve du contre-la-montre par équipe, sous une chaleur de plus de 40 degrés Celsius. Était-ce la fatigue, la déshydratation ou un stimulant? Nul ne le sait vraiment. Mais sa mort bouleversa le monde olympique et conduisit à la création de la commission médicale du CIO, ouvrant ainsi l'ère moderne des contrôles antidopage. Ces 5 drames, séparés par des décennies et des continents, ont un point commun. Ils révèlent la fragilité de l'homme face à sa propre quête de perfection. Les Jeux Olympiques engendrent des légendes, mais aussi des fantômes, des rappels silencieux du prix que peut coûter la gloire. Ce que vous allez entendre à présent, ce ne sont pas seulement des histoires tragiques, mais 5 instants où le rêve, l'ambition et la mort se sont croisés, des moments où les acclamations se sont tues et où les lauriers de la victoire ont pris la couleur du deuil. Francisco Lázaro, les marathoniens sacrifiaient sous le soleil. Stockholm, été 1912. Le soleil du Nord, d'ordinaire doux, se transforme ce jour-là en un feu impitoyable. C'est la 5e édition des Jeux Olympiques modernes, un moment où le monde entier découvre la force et la fraternité du sport.
Parmi les 2400 athlètes venus de 28 nations, un jeune Portugais attire l'attention. Francisco Lázaro, porteur du drapeau de son pays, venu réaliser un rêve simple mais immense, faire connaître le Portugal sur la carte du sport mondial. Francisco est né à Lisbonne, dans une famille modeste. Menuisier de métier et mécanicien dans un atelier automobile, il s'entraînait la nuit sur les routes de Benfica, seul, guidé par la passion. Sans entraîneur, sans programme scientifique, il comptait uniquement sur la volonté et sur ses jambes. Ses efforts furent récompensés. Coureur du SL Benfica, triple champion national du marathon, il décrocha sa qualification pour Stockholm et l'honneur de brandir le drapeau portugais à la cérémonie d'ouverture. Le 14 juillet 1912, lorsque le coup de pistolet marqua le départ du marathon, la température dépassait déjà les 30 degrés Celsius, un enfer pour des coureurs peu habitués à la chaleur. Francisco, dossard 518, s'élança sur les 42 km du parcours, convaincu que ce serait son jour de gloire. Avant la course, il suivit un truc courant à l'époque, enduire tout son corps de graisse animale pour se protéger du soleil. Mais cette couche épaisse allait sceller son destin. En empêchant la transpiration, elle bloqua la régulation naturelle de sa température, son propre corps devint une fournaise. Les premiers kilomètres furent réguliers. Le visage concentré, il s'arrêtait quelques secondes à chaque point d'eau avant de repartir. Mais le soleil, implacable, poursuivait son œuvre. Peu à peu, sa respiration devint haletante, sa démarche hésitante. À environ 37 km, Lázaro chancela, puis s'effondra. Les secours se précipitèrent. Sa température corporelle atteignait 41 degrés Celsius, son pouls battait de façon chaotique, sa peau était brûlante et sèche, signe d'un coup de chaleur foudroyant. Les médecins tentèrent tout, eau, glace, massage, mais rien n'y fit. À l'aube du 15 juillet, à 6 heures du matin, Francisco Lázaro s'éteignit à l'hôpital Serafín Lazarete, devenant le premier athlète de l'ère olympique moderne à mourir pendant une compétition. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans tout le village olympique. Le lendemain, lors d'une cérémonie bouleversante au stade de Stockholm, 23 000 personnes se levèrent en silence pour lui rendre hommage. Les athlètes portugais et étrangers recueillirent des dons pour sa veuve, l'équivalent de plus de 120 000 $ actuels. Sur la route du marathon, à l'endroit même où il avait passé quelques heures avant de s'écrouler, les Suédois érigèrent un monument commémoratif encore visible aujourd'hui. À Lisbonne, une rue porte son nom et le club Benfica baptisa son stade principal Estádio Francisco Lázaro, un hommage à celui qui avait tout donné pour son rêve olympique. Sa mort bouleversa le monde du sport. L'autopsie confirma ce que personne n'avait osé imaginer. La graisse censée le protéger l'avait tué en bloquant la transpiration et en provoquant un déséquilibre électrolytique fatal. Cette tragédie força le Comité olympique international à repenser les conditions de sécurité et la préparation des athlètes sous la chaleur extrême. Le message était clair, la volonté ne peut pas remplacer la connaissance scientifique du corps humain. On raconte qu'avant de s'élancer, Francisco aurait souri et murmuré « Je gagnerai ou je mourrai ». Il a tenu parole. Sa victoire n'a pas été gravée sur un podium, mais dans la mémoire de ceux qui savent que parfois, le courage brûle aussi fort que le soleil lui-même. Knud Ennemark Jensen, La mort sur la route brûlante de Rome, Itienjo Baliochese. Le 26 août 1960, le ciel de Rome semblait en feu. Sous une chaleur écrasante, dépassant les 40 degrés Celsius, la capitale italienne se transformait en un four. Ce jour-là, les Jeux Olympiques accueillaient l'une des épreuves les plus exigeantes, le contre-la-montre par équipe sur 100 km. Parmi les cyclistes courbés sur leur guidon, trempés de sueur et brûlés par le soleil, un jeune Danois pédalait avec calme et détermination pour aller à l'école à vélo. Pour lui, le cyclisme représentait avant tout la liberté. Le vent dans les cheveux, le rythme régulier des pédales, l'ivresse de la vitesse. À force de volonté, il devint rapidement l'un des espoirs du cyclisme danois, champion nordique en individuel, et fut sélectionné pour représenter son pays aux Jeux de Rome. Marié à la nièce du champion olympique Henry Hansen, il semblait destiné à poursuivre cette lignée de gloire. Mais ce jour-là, la gloire céda la place à la tragédie. Le parcours traversait les banlieues de Rome, sans ombre, sans répit. Les équipes devaient pédaler près de 3 heures sous un soleil de plomb. Dès les premiers kilomètres, Jensen ressentit des vertiges. Un coéquipier se souviendra, il disait que sa tête allait exploser. L'entraîneur,
Olaf Jørgensen, inquiet mais déterminé, leur ordonna de continuer. S'ils abandonnaient, l'équipe entière serait disqualifiée. À 5 km de l'arrivée, Jensen chancela. Un compagnon lui versa de l'eau sur la tête. Il rouvrit les yeux, esquissa un sourire. « Ça va ». Puis, soudainement, il s'effondra. Sa tête heurta violemment le béton. Le mince casque en tissu ne put rien faire. Les secours le transportèrent dans une tente militaire près de la ligne d'arrivée, mais la chaleur y était encore plus insupportable, plus de 50 degrés Celsius. Les médecins tentèrent désespérément de le ranimer. En vain. Quelques heures plus tard, Knud Enemark Jensen fut déclaré mort, alors que la course continuait sans lui. La nouvelle se répandit comme une onde de choc dans le monde entier. Les journaux parlèrent de « la tragédie la plus brûlante de l'histoire olympique ». Le rapport préliminaire évoqua un coup de chaleur et un traumatisme crânien. Mais rapidement, l'entraîneur Jørgensen admit avoir administré à ses coureurs un vasodilatateur censé améliorer la circulation sanguine. Le scandale éclata. Jensen avait-il été dopé? À l'époque, aucun contrôle antidopage n'existait encore. Un premier examen ne révéla aucune trace de substance, mais le rapport complet ne fut jamais publié. Des années plus tard, un médecin légiste affirma avoir trouvé plusieurs produits dans son organisme, une déclaration que les autorités italiennes démentirent aussitôt. Quelle qu'en soit la vérité, la mort de Jensen changea à jamais les Jeux Olympiques. En 1961, le Comité international olympique créa la commission médicale du CIO pour surveiller la santé et la sécurité des athlètes. Et en 1968, à Grenoble puis à Mexico, eurent lieu les premiers contrôles antidopage officiels de l'histoire olympique. Ainsi, malgré lui, Knud Enemark Jensen devint le précurseur d'une nouvelle ère, celle du sport propre. On raconte que, juste avant de prendre le départ, il aurait confié à un ami « Je n'abandonnerai pas, même si le ciel s'écroule ». Il a tenu parole. Ce jour-là, ce n'est pas le ciel qui est tombé sur lui, mais la terre, brûlante, sous ses roues. David Berger, La tragédie de Munich, 1972, quand la flamme de la paix s'est transformée en feu de guerre. Munich, 5 septembre 1972, l'aube se levait sur le village olympique, calme et lumineux. Des bâtiments blancs, des balcons bleus, des drapeaux flottant dans le vent, un décor qui devait incarner la fraternité et la paix. Mais quelques heures plus tard, ce symbole d'unité allait devenir le théâtre de l'un des pires drames de l'histoire olympique. Dans un petit appartement de la Connolly-Strasse 30, David Berger, haltérophile américano-israélien de 28 ans, se reposait. Il avait déjà terminé sa compétition, mais était resté à Munich pour soutenir ses coéquipiers d'Israël. Intelligent, calme et cultivé, ancien étudiant en droit à l'université Columbia, David croyait profondément que les Jeux Olympiques étaient le sanctuaire de la paix entre les peuples. Mais cette nuit-là, des hommes armés franchirent la porte de ce sanctuaire. Vers 4h30 du matin, 8 membres de l'organisation palestinienne Septembre Noir escaladèrent la clôture du village olympique. Déguisés en athlètes, ils portaient des sacs de sport remplis d'armes et se dirigèrent directement vers le bâtiment de la délégation israélienne. L'arbitre Joseph Gutfreund entendit un bruit suspect. En ouvrant la porte, il aperçut des silhouettes masquées brandissant des fusils. Il se jeta contre la porte et cria pour alerter ses camarades avant d'être maîtrisé. L'entraîneur de lutte Moshe Winberg tenta de résister, fut abattu. Le poids lourd Yosef Romano se jeta à son tour sur un assaillant. Il fut tué immédiatement. Les autres athlètes, dont David Berger, furent ligotés, entassés dans une petite pièce. David, blessé à l'épaule, essayait de rassurer les autres. « Nous allons nous en sortir », murmura-t-il. À l'extérieur, les compétitions continuaient, les caméras filmaient, sans que personne ne sache qu'à quelques mètres de là, 11 hommes vivaient leurs dernières heures. Les ravisseurs exigèrent la libération de 234 prisonniers palestiniens détenus en Israël. Les autorités ouest-allemandes étaient dépassées. Après 20 heures de négociations, elles décidèrent d'une opération désespérée, transférer les terroristes et les otages par hélicoptère jusqu'à la base aérienne de Fürstenfeldbruck, où une unité spéciale déguisée en équipage devait intervenir. Mais tout échoua. Lorsque les hélicoptères atterrirent, les terroristes découvrirent le piège. Les tirs éclatèrent. Une grenade fut lancée dans la cabine où les athlètes étaient attachés. Une explosion, puis le feu. David Berger et ses 10 coéquipiers israéliens périrent dans les flammes. La flamme olympique s'était transformée en brasier de haine. La nouvelle plongea le monde entier dans l'horreur.
Les drapeaux furent mis en berne, les Jeux suspendus pendant 24 heures. Puis, face aux caméras, le président du CIO, Avery Brundage, prononça cette phrase restée tristement célèbre: « The games must go on ». Les Jeux doivent continuer. Une décision mêlée de devoir et de douleur, perçue par beaucoup comme une trahison envers les morts. Le corps de David fut rapatrié à Cleveland, Ohio, sa ville natale. Là, un monument fut érigé en sa mémoire. Le David Berger National Memorial, une grande sculpture représentant 5 anneaux olympiques brisés, symbole des 11 vies interrompues à Munich. Sur la plaque commémorative, on peut lire « Ils étaient venus pour la paix. Ils sont morts dans le feu de la guerre. » Ceci. Depuis ce jour, la sécurité des Jeux Olympiques a été entièrement repensée. Munich 1972 est devenue une cicatrice indélébile dans l'histoire du sport, le rappel que même dans le lieu le plus sacré de l'humanité, la haine peut trouver son chemin. Et David Berger, l'homme au sourire doux et à la fois inébranlable dans la paix, reste à jamais le symbole d'une flamme olympique éteinte, mais qui continue de brûler dans la mémoire du monde. Nicolas Beauchâteil, la vitesse fatale sur les pistes de l'Earc 1992. Le 22 février 1992, le ciel de France était d'un bleu limpide. Les Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville touchaient à leur fin, et dans la station de Les Arcs, au cœur des Alpes savoyardes, les athlètes se préparaient pour les dernières épreuves. Sur la neige éclatante, sous un soleil aveuglant, le skieur suisse Nicolas Beauchâteil s'apprêtait à effectuer son dernier entraînement. Il ignorait que cette descente serait la dernière de sa vie, à seulement 27 ans. Nicolas était né dans une famille où le ski était une seconde nature. Son père, Fernand Beauchâteil, avait remporté la médaille de bronze en slalom géant aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Enfant, Nicolas dévalait les pentes enneigées de son village avec un enthousiasme infini, affrontant le vent glacé avec un sourire. Pour lui, la vitesse n'était pas un danger, mais une promesse de liberté. Il vivait pour la glisse, pour ce moment où le corps et la montagne ne font plus qu'un. Aux Jeux d'Albertville, Nicolas participait à une discipline de démonstration, le speed ski, une épreuve spectaculaire où les athlètes, vêtus de combinaisons aérodynamiques, atteignent des vitesses de plus de 200 km/h. Ce n'était pas une épreuve officielle, mais elle fascinait le public par sa beauté et son risque extrême. Pour Nicolas, c'était bien plus qu'un sport, c'était une déclaration de courage. Ce matin-là, les conditions étaient parfaites, ciel dégagé, neige dure et rapide. Nicolas, accompagné de son compatriote Pierre-Yves Joran et de plusieurs skieurs américains, décida de s'échauffer sur une piste publique adjacente à la piste officielle. Ils voulaient simplement tester leur matériel et s'habituer à la texture de la neige. Ils l'avaient déjà fait plusieurs fois sans incident, mais cette fois, le destin les attendait derrière une simple bosse de neige. Juste après cette bosse, une dameuse engin de damige travaillait la piste. Invisible depuis le haut de la pente, elle avançait lentement. Nicolas s'élança, le vent sifflant dans son casque, sa vitesse augmentant. 120, 150, 180 km/h. Il fléchit légèrement les genoux pour stabiliser sa posture, puis franchit la bosse, et au moment où il retomba, la machine apparut devant lui. Il n'eut pas le temps de réagir. L'impact fut terrifiant. Le choc à près de 200 km/h pulvérisa son casque. Nicolas fut tué sur le coup. Lorsque ses coéquipiers arrivèrent, tout était silencieux. Pierre-Yves Joran racontera plus tard: « Il n'y a pas eu de cri, pas un son, seulement le silence. Et ce silence disait tout. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. » Quelques heures avant la cérémonie de clôture, les Jeux Olympiques s'enveloppèrent d'un deuil glacial. Les athlètes suisses étaient anéantis, beaucoup pleuraient à genoux sur la neige. Le drapeau helvétique fut mis en berne à la maison olympique. Une enquête fut immédiatement ouverte. L'équipe suisse affirma que la dameuse ne portait aucun signal lumineux ni avertissement sonore et qu'aucune indication n'avait été donnée aux coureurs. Mais les organisateurs soutinrent que les gyrophares étaient allumés et que les athlètes n'avaient pas l'autorisation d'utiliser cette piste. Peu importait, la tragédie était irréversible. Nicolas Beauchâteil devint ainsi le 3e athlète de l'histoire à mourir pendant des Jeux Olympiques d'hiver, après Ross Milne et Kazimierz Kieśkibinski à Innsbruck en 1964. Son corps fut rapatrié dans sa région natale du Valais. Le long de la route du cortège funèbre, les habitants plantèrent de petits drapeaux olympiques, un dernier salut au fils de la vitesse. Pierre-Yves Joran déclara: « Nous avons toujours su
que la vitesse était un jeu avec le risque. Ce jour-là, le risque a gagné. Après ce drame, le comité international olympique décida de retirer définitivement le speed ski du programme olympique. Mais l'image de Nicolas, en combinaison rouge, les yeux fixés sur la ligne d'horizon, resta gravée dans la mémoire collective. Car certains naissent non pas pour vaincre, mais pour toucher la frontière entre la vie et la mort et inscrire leur nom dans l'histoire au prix le plus cher qui soit. Nodar Kumaritashvili, l'impact fatal de Whistler, 2010. Le 12 février 2010, le jour se levait sur les forêts enneigées de Whistler, au Canada. Quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver 2010, le métal grinçait sur la glace. C'était le bruit du luge de Nodar Kumaritashvili, jeune athlète géorgien de 20 ans, effectuant son dernier entraînement. Il ignorait que, quelques secondes plus tard, le destin l'attendait au tournant, une fraction de seconde qui allait faire de lui non pas un champion, mais une légende tragique. Né à Bakouriani, petite ville de montagne au cœur du Caucase, Nodar avait grandi entre neige et glace. Sa famille était une véritable dynastie du luge. Son grand-père, Aleko Kumaritashvili, avait construit la première piste de luge de Géorgie dans les années 1970. Son père, David, avait été un jeune espoir soviétique. Pour Nodar, le luge n'était pas un simple sport, mais une tradition, une fierté, un héritage. Dès l'âge de 13 ans, il s'était mis à s'entraîner sérieusement, partageant son temps entre ses études d'économie et les descentes glacées de Bakouriani. Son rêve était clair, participer un jour aux Jeux Olympiques, accomplir ce que son père n'avait pas pu faire. À Vancouver, ce rêve devenait réalité. Il était l'un des 7 athlètes représentant la petite délégation géorgienne. Mais la piste de Whistler, fierté des organisateurs canadiens, était déjà entourée d'inquiétudes. Présentée comme la piste la plus rapide du monde, elle permettait d'atteindre des vitesses de plus de 153 km/h, bien au-delà des prévisions initiales. Plusieurs délégations avaient tiré la sonnette d'alarme, évoquant des vitesses excessives et des virages dangereux, notamment le virage 6, dont la paroi était trop basse. Les responsables olympiques avaient répondu que tout était sous contrôle. Ce matin-là, Nodar prit place sur son traîneau pour son 6e essai. La glace brillait d'un éclat métallique, le froid mordait, mais il semblait confiant. Il s'allongea, serra les poignets. 120, 130, 140 km/h, le luge filait comme une flèche d'acier. À l'approche du dernier virage, il perdit légèrement le contrôle. Son traîneau heurta la paroi, se souleva, puis s'envola hors de la piste. Son corps fut projeté contre un poteau métallique situé près de la ligne d'arrivée. L'impact fut terrifiant. Les casques s'ébrissaient net. Les secours accoururent, tentèrent un massage cardiaque, en vain. 50 minutes plus tard, Nodar Kumaritashvili fut déclaré mort. Il devenait le premier athlète depuis 35 ans à mourir pendant des Jeux Olympiques d'hiver. La nouvelle frappa le monde de stupeur. Le soir même, lors de la cérémonie d'ouverture, la délégation géorgienne entra dans le stade avec des brassards noirs, laissant un espace vide dans la formation, l'endroit où Nodar aurait dû marcher. Les drapeaux canadiens et olympiques furent mis en berne. Des dizaines de milliers de spectateurs observèrent 1 minute de silence. Les caméras montrèrent les larmes du Premier ministre géorgien. Un pays tout entier pleurait son fils tombé avant même le départ. Dans les jours qui suivirent, les organisateurs modifièrent la piste, murs relevés, virages adoucis, points de départ abaissés pour réduire la vitesse. Mais ils affirmèrent que ces changements n'étaient pas liés à la sécurité, une déclaration qui suscita l'indignation. Un rapport ultérieur confirma ce que beaucoup redoutaient. La piste de Whistler était plus rapide et plus dangereuse que prévu. Le corps de Nodar fut rapatrié à Bakouriani. Des milliers de personnes se rassemblèrent le long des routes enneigées pour lui rendre hommage. La rue de son enfance fut rebaptisée avenue Nodar Kumaritashvili. Le champion olympique allemand Felix Lok, vainqueur de l'épreuve, fit fondre sa médaille d'or en deux. Sur l'une des moitiés, il fit graver le visage de Nodar et la remit à sa famille. Whistler, symbole de perfection technique, devint le symbole d'une blessure profonde pour les Jeux modernes. Mais la mémoire de Nodar continue de briller, celle d'un jeune homme qui a poursuivi son rêve jusqu'au bout et qui a trouvé la mort là où la glace, la vitesse et le destin se sont confondus en un seul instant. Depuis plus d'un siècle, les Jeux Olympiques incarnent le symbole suprême de la paix, de l'esprit sportif et du rêve humain. Tous les 4 ans, la flamme olympique s'allume à Athènes, Berlin, Tokyo,
Londres, et avec elle, les espoirs de millions d'athlètes qui croient pouvoir atteindre la grandeur par leur seule volonté. Mais derrière cette lumière éclatante se cache une autre réalité, où la gloire s'achète parfois au prix de la douleur, de la sueur et du sang. De Francisco Lázaro, le charpentier portugais effondré sous la chaleur de Stockholm en 1912, à Knut Jensen, le cycliste danois mort sous le soleil brûlant de Rome en 1960, ils ont ouvert le premier chapitre des tragédies olympiques où la fierté nationale a repoussé les limites du corps humain. Ils ignoraient que chaque pas, chaque battement de cœur les rapprochait de la fin. Mais leur sacrifice a permis à l'olympisme d'évoluer, donnant naissance à des règles médicales, des contrôles antidopage et des protocoles de sécurité que l'on considère aujourd'hui comme évidents. Puis vint Munich 1972, quand le bruit des balles brisa le silence du village olympique. Le rêve des Jeux de la paix s'effondra dans une nuit de peur et de sang. 11 athlètes israéliens furent assassinés, parmi eux David Berger, venu d'Ohio pour unir deux patries sous un même drapeau. Leur mort transforma les Jeux à jamais. Ils cessèrent d'être un simple événement sportif pour devenir un symbole de la fragilité et de la responsabilité humaine. Munich fut le moment où le monde comprit que même la lumière de la paix peut vaciller dans l'ombre de la haine. 30 ans plus tard, sur les pentes enneigées de Les Arcs, la tragédie frappa de nouveau. Nicolas Beauchâtet, fils des Alpes suisses, ne mourut pas par haine, mais par passion, celle de la vitesse. Pour lui, chaque mètre de neige était liberté, chaque souffle du vent une mélodie. Mais ce matin-là, une machine cachée derrière une crête mit fin à son rêve. Sa chute rappela au monde que le courage et le risque ne sont séparés que par une seconde. Après sa mort, le speed-ski fut retiré du programme olympique, une décision tardive mais nécessaire. Et enfin, Nodar Kumaritashvili, ce jeune Géorgien de 20 ans, porteur du rêve d'un petit pays. L'accident de Whistler, 2010, ne fut pas un simple drame sportif, il fut un miroir, obligeant le monde à se demander « Jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de la perfection ?» Les murs furent rehaussés, les virages adoucis, les points de départ abaissés, mais aucune main ne pouvait ranimer un cœur déjà brisé. Le nom de Nodar resta gravé dans la neige, rappelant que la gloire perd tout sens si elle coûte la vie. 5 histoires, 5 vies. 5 destins liés par la même douleur, la même ambition. Du soleil de Rome à la glace du Canada, du Francisco Lázaro à Nodar Kumaritashvili, tous sont tombés sur la route d'un rêve trop grand pour un seul être humain. Et par leur mort, les Jeux olympiques sont devenus plus humains, plus vrais, plus fragiles. Aujourd'hui, quand la flamme olympique s'allume à nouveau, elle ne brûle pas seulement pour les vainqueurs, mais aussi pour ceux qui sont tombés. Elle brûle non pas d'huile, mais de mémoire, de sacrifice et de courage. Car les Jeux olympiques ne sont pas seulement une célébration de la victoire, ils sont une leçon sur la fragilité de la vie. Et tandis que les hymnes et les cris de joie résonnent dans les stades, quelque part, lointaine, résonne encore la voix de Francisco Lázaro, l'homme qui, il y a plus d'un siècle, déclara « Je gagnerai ou je mourrai ». Il est mort. Mais d'une certaine façon, lui et tous les autres ont gagné. Non pas sur le podium, mais dans le cœur de l'histoire.